Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Plus de 100 pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée-Bissau et leurs pirogues arraisonnées. Leurs camarades à Bourg demandent l'intervention du chef de l'État pour leur libération. Macky Sall, justement, qui se prononce sur les accords signés avec la Mauritanie. Le chef de l'État soutient que certaines personnes vont vite en besogne. Il rassure que les accords sont à l'étape de la ratification et qu'ils vont être soumis au Conseil des ministres. Le président de la République s'est prononcé en marge de la visite du président libérien George Weah à Dakar. L'intersyndicale des travailleurs de la SDE menace d'aller en grève dans les prochains jours. Ces agents réclament la révision de leur protocole d'accord qui date de 2012. Pendant ce temps, des quartiers de Dakar sont toujours privés d'eau. La CMU au plus mal à Thiès, c'est le diagnostic des acteurs de la santé de la région. Plusieurs mutuelles de santé ont arrêté les prestations. Le ministre de la Santé rassure. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 14 pirogues sénégalais arraisonnés dans les eaux bissau-guinéennes et 107 pêcheurs également arrêtés. Leurs camarades de Bourg qui s'inquiètent de leur sort demandent l'intervention du chef de l'État. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le président Macky Sall, lui, rassure qu'il n'y a rien à s'inquiéter sur les accords signés avec la Mauritanie. Selon Macky Sall, certaines personnes vont vite en besogne. Il rassure que les accords sont à l'étape de la ratification et qu'ils vont être soumis au Conseil des ministres et aux assemblées des deux pays. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Adi Atala et Youssou Baro. Ces accords doivent être ratifiés et promulgué en dernière instance par le président de la République. Quand on parle de la ratification, on retourne le pouvoir aux représentants du peuple, que sont les députés. Donc cet accord va être présenté en Conseil des ministres très prochainement. Le Conseil des ministres va l'adopter et le président va l'envoyer au Parlement qui va l'examiner, en discuter en public parce que le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères sera là pour répondre aux questions des députés et expliquer de fond en comble les tenants et les aboutissants. Donc vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse poser des questions sur des choses, en plus qui ont été faites publiquement. Et depuis des mois, nos États travaillent, nos experts travaillent, nos ministres travaillent, et les chefs d'État ont fait les arbitrages. Quand tout a été bon, je me suis rendu à l'invitation du président de la République islamique de Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz. Ensemble, nous avons assisté à la signature de cet accord entre les deux gouvernements, mais cet accord va suivre toute la chaîne. Ce n'est pas fini. Il faut qu'il vienne en Conseil des ministres dans chacun de nos pays et que nos parlements respectifs les ratifient, à la suite de quoi le président va promulguer par un décret. George Weah à Dakar pour sa première visite officielle depuis son élection à la tête du Libéria. Une visite qui entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. De nombreux projets en vue dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'économie. Les détails dans ce récit signé Alassane Ba. Le Sénégal est la première étape des visites de George Weah, le président nouvellement élu de la République du Libéria. Un choix qui s'explique tout d'abord par les liens d'amitié entre le président Macky Sall et son hôte du jour. Ensuite, pour le raffermissement des liens séculaires qui lient les deux pays. Face à la presse ce matin, les deux homologues ont magnifié les relations séculaires entre les deux peuples. Selon le président Macky Sall, cette visite entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Libéria, un partenariat basé sur la promotion de l'éducation, de la santé et de l'économie, entre autres. Le président George Weah a affirmé que le choix du Sénégal pour effectuer sa première visite n'est pas gratuit, vu le leadership du président Macky Sall en Afrique et surtout le rôle qu'il a joué dans la recherche de solutions de plusieurs crises, notamment celle de la Gambie. L'hôte du Sénégal a profité de l'occasion pour rappeler ses priorités. Circonscrire la pauvreté reste sa principale préoccupation et selon le président libérien, cela passe inéluctablement
par la lutte contre la corruption, les inégalités sociales, le développement économique et social dans un climat de paix et de stabilité sociale. La visite du président libérien s'achèvera ce vendredi. Une rencontre avec ses compatriotes vivant au Sénégal est également prévue. Le président Macky Sall et son homologue suivent de très près la situation en Afrique du Sud. Ils se sont réjouis de la démission du président sud-africain Jacob Zuma, une décision qui participe à l'apaisement du climat social. Macky Sall, que je propose toujours d'écouter au micro d'Adi Attala Youssou Baro. En Afrique du Sud, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud est la première économie du continent. C'est le seul pays membre du G20. C'est une fierté pour l'Afrique. Ensuite, nous nous sommes tous battus pour la fin de l'apartheid sur l'ensemble du continent et au-delà du continent africain. Donc tout ce qui touche à l'Afrique du Sud, évidemment, nous concerne directement. Évidemment, il y a des problèmes internes au sein de l'ANC, mais je pense que la sagesse va prévaloir. Et déjà, le président, ayant vu que son parti a demandé son retrait, compte tenu de l'impact du parti là-bas sur la marche des institutions, il a accepté finalement de partir. J'espère que les autres aussi sauront lui donner une sortie honorable dans le respect du travail qu'il aura mené à la suite du président Mbeki et Mbeki lui-même à la suite du président Mandela. Donc c'est un héritage historique. Il faut que les gens sachent raison garder et qu'on lui donne le respect dû à son rang et que la marche de l'État continue avec le nouveau président Cyril Ramaphosa, que je félicite, qui est aussi un homme du sérail qui a lutté toute sa vie également au sein de l'ANC. On espère en tout cas que cette situation va être vite dépassée dans le respect évidemment des institutions sud-africaines, de l'héritage de Mandela, de l'ANC et pour l'avenir de ce pays et l'avenir de l'Afrique. Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'intersyndicale des travailleurs de la SDE qui menace d'aller en grève durant ces prochains jours. En assemblée générale cet après-midi, ces agents réclament de meilleures conditions de travail, mais surtout la révision de leur protocole d'accord qui date de 1992. Maïmouna Ndiaye. Ils s'étaient réunis il y a de cela 3 mois pour échanger sur les problèmes de leur secteur. À la suite, l'intersyndicale des travailleurs de la SDE dépose un préavis de grève. Aujourd'hui, ce document est arrivé à expiration. Il menace. La seule issue que nous avions, c'était de signer un protocole d'accord avec ou un procès verbal à l'issue de la rencontre du 6. Mais ce protocole d'accord ou ce procès verbal n'existant pas jusqu'à ce jour, donc nous sommes fondés à partir de 0 heure de pouvoir appeler à un mot d'ordre de grève à n'importe quel moment ou n'importe quel jour. Et ça, nous avons les 14 régions ici réunies, ont une mission d'aller informer la base qui reste à l'écoute de la direction centrale des syndicats qui vont apprécier à partir de ces jours quand est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre notre préavis de grève. Un protocole d'accord digne de ce nom, leur principale doléance. Nous avions demandé à ce que les acquis des travailleurs et le personnel soient conservés, quel que soit le futur repreneur. Sur ça, il nous a donné des assurances que dans la DAO, il est maintenu que tout repreneur qui sera choisi respectera cet engagement. En ce qui concerne les acquis aussi, il a dit qu'ils l'ont mis dans la DAO qui détermine la réforme. La seule autorité, en tout cas, qui peut arbitrer dans cette question-là, c'est le Premier ministre ou le Président de la République. Nous en appelons à l'arbitrage de ces deux autorités pour qu'ils prennent en charge les préoccupations des travailleurs de la SDE. Parce que ça fait 21 ans que nous avons gardé ce secteur intact avec des résultats tangibles. Ce mouvement d'humeur aura-t-il un impact sur la distribution d'eau au Sénégal? Pour le moment, l'intersyndicale des travailleurs de la SDE ne garantit rien. Nous restons avec vous, Maïmouna Ndiaye. La pénurie d'eau durement ressentie à Grand Yoff. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Elles sollicitent au moins l'aide des camions-citernes pour un peu de répit. Entre
tâches ménagères, activités au marché, Fatou Koli devra désormais faire le tour de Grand Yoff pour remplir ses bouteilles d'eau. Un exercice, pas de tout repos. Je suis très fatiguée. Je ne dors plus la nuit. Je ne peux même pas l'expliquer. Mon sommeil est tellement troublé. S'y ajoutent mes multiples tâches ménagères que je dois faire au quotidien. C'est vraiment dur. À Arafat, le manque d'eau perdure. 4 jours de calvaire, cette restauratrice dénonce. Nous achetons en moyenne 1500 francs d'eau par jour. Gérer un restaurant en cette période n'est pas du tout facile. Nous utilisons beaucoup d'eau. Le plus inquiétant, les camions citernes ne circulent plus dans ce quartier de Dakar. Avant, les camions citernes faisaient le tour de Grand Yoff, mais actuellement, nous ne les voyons plus. C'est ce qui est plus pénible. Pénurie d'eau, sommeil troublé, à quand la fin du calvaire, ses habitants se posent toutes sortes de questions. Les commerçants de l'Unacois, Diapo, ont observé ce jeudi une grève d'avertissement au marché des HLM, un mouvement d'humeur qu'ils ont observé jusqu'à 13h. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale. Ils pointent du doigt les Chinois et Indiens qui, à leur avis, bénéficient de traitements de faveur. Les détails avec Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Ils ont baissé rideau, les commerçants du marché HLM, section Unacois Diapo, ce jeudi, le matin jusqu'à 13h, pour dire tout le mal qu'ils ont à écouler leurs produits face à la concurrence que les camarades d'Assentiam considèrent déloyale. Ils ont le droit de venir dans le pays. Qui sont ces Asiatiques? Les Asiatiques, tels que les Chinois et les Indiens. Ils se tiennent au Petersen. Tout le monde sait que là-bas, c'est Chinatown. Personne ne les a combattus. Deuxièmement, ils sont venus au Centenaire. On les a laissés là-bas. Ils travaillaient tranquillement. Maintenant, ça ne leur suffit pas. Ils viennent dans les marchés pour conquérir les commerçants déloyalement. C'est ce que nous voulons dénoncer. À travers ce sitting, ces commerçants comptent informer et mobiliser tous leurs camarades, ainsi mieux arriver à défendre leurs droits bafoués, ajoute-t-il. Tu quittes au Sénégal, aller en Chine ou bien en Inde, acheter des marchandises à 2000 francs avec le dédouanement. Tu ne peux pas le vendre moins de 2500. Et eux, ils viennent le vendre à 2000 francs pour détruire les commerçants sénégalais. Et on sait qu'ils ne le font pas pour chercher des bénéfices, mais ils le font pour essayer de nous bloquer au Sénégal. Paradoxalement, ils ont mis un système. Actuellement, si tu veux obtenir un visa pour aller en Chine, on te donne rendez-vous, ce qui n'a jamais été à l'avant. On te donne rendez-vous de 3 ou 4 mois. Et ce n'est pas évident que les 3 mois que vous attendez, vous allez obtenir le visa. Le président de la République interpellé pour un règlement rapide. Maintenant, nous nous sommes levés. Aujourd'hui, tout le marché est fermé. Jusqu'à quand? Pour alerter jusqu'à midi 1h. Nous alertons les autorités qu'ils nous tuent. Et on ne va pas les laisser tuer notre économie. Unacois Diapo, section HLM, pour garantir l'intérêt des commerçants, ne compte se limiter à cette action si elles n'obtiennent pas satisfaction. La grève de la faim des marrons du feu devant le siège de l'APR, tous des déflatés des aéroports du Sénégal. Ils exigent leur réinsertion et interpellent le chef de l'État, par ailleurs président du parti dont ils sont membres, Adiatala Moudou-Diop. Ils sont une trentaine, tous déterminés à observer une diète. Certains à même le sol, d'autres sur des chaises de fortune. Ces grévistes ne demandent rien d'autre que leur réintégration aux aéroports du Sénégal. Nous sommes ici parce qu'on nous a laissé en rade. Depuis que le transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers Diass a été conçu. Et nous avions fait 5 ans au niveau des ADS, dans une précarité inouïe, ce qui nous a vraiment fait mal. On n'a aucun interlocuteur capable de nous dire quels sont vraiment nos acquis. Raison pour laquelle nous sommes venus faire une grève de la faim.
Ces grévistes, communément appelés les marrons du feu, souhaitent l'arbitrage du chef de l'État qu'ils ont accompagné et assurer la sécurité et celle de ses collaborateurs pendant toute la campagne électorale de 2012. Parce que nous sommes de la paire. Nous sommes de la paire et c'est nous qui avons géré la sécurité lors de l'élection présidentielle en 2012 du président Macky Sall. À leur premier jour de diète, les grévistes de la faim affichent une détermination. Chez nous, nous n'arrivons pas, ça fait 2 mois de cela, à subvenir le besoin le plus minime de nos familles. À plus forte raison, pourquoi rester à la maison? Autant venir mourir à petit feu au niveau du siège. Entré en contact avec l'administrateur de l'APR, Pape Maël Thiam, ce dernier n'a pas voulu se prononcer sur la situation de ces déflatés qui sont à leur 2e mois de chômage. Aux dernières nouvelles, ces membres de l'APR ont suspendu leur diète suite à la médiation de Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique. Nous parlons santé, couverture maladie universelle, des difficultés dans la prise en charge des malades. À Thiès, plusieurs mutuelles de santé ont arrêté les prestations à cause de l'État qui leur doit beaucoup d'argent. Les ruptures de médicaments sont également récurrentes dans les structures sanitaires de Thiès et les acteurs donc, de tous les départements de la région de Thiès se sont réunis dans la capitale du rail pour réfléchir sur la question. Compte rendu signé Charente Diop et Seylatira. Thiès a toujours été cité comme le berceau de la mutualité, une région d'enjeu en matière de couverture maladie universelle reconnue par les autorités sanitaires. La première mutuelle de santé est née à Fenden en 1989, donc ça veut dire que Thiès a une place importante dans le programme de couverture maladie universelle, constitue une région d'enjeu. Malgré la viabilité des mutuelles de santé, les problèmes demeurent. Les ruptures de médicaments constituent un problème aujourd'hui pour les mutuelles de santé, surtout en ce qui concerne les dépenses de santé. Je pense que les médicaments qui sont vendus au niveau des structures sanitaires sont beaucoup moins chers que les médicaments de spécialité qui sont vendus dans les pharmacies. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous essayons de régler ce problème, et d'ailleurs nous avons tenu un atelier les 31, 1er et 2 février ici au niveau de la région de Thiès pour réfléchir sur la question. L'union départementale était présente pour voir un peu qu'est-ce que nous devons faire avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, pour voir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour essayer de résoudre ce problème de rupture de médicaments et aussi de prescription des spécialités également. Selon le président du conseil d'administration de l'Union départementale de mutuelles de santé de Thiès, des problèmes sont notés aussi dans la prise en charge des malades, dû au retard des subventions de l'État. Pour les subventions de 2016, le deuxième semestre de 2016 n'a pas été versé. Nous sommes en train de constituer le dossier pour 2017 et donc voilà, c'est 2016-2017 en tout cas que l'État nous doit en termes de subventions. Les acteurs de la santé s'étaient réunis à Thiès pour évoquer les problèmes internes des mutuelles de santé. Et puis le ministre de la Santé rassure les structures sanitaires. L'agence de couverture maladie universelle s'active pour éponger ses dettes. Abdoulaye Diouf Sarr estime que dans les jours à venir, tout sera réglé. Il l'a fait savoir lors de la rencontre du comité interne de suivi pour l'amélioration du système sanitaire. Une rencontre prévue durant 2 jours où les échanges vont porter sur la situation des urgences au Sénégal. Certainement, vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Nous parlons de la commission des données personnelles qui sollicite le soutien de l'ARTP pour mettre fin aux agissements de l'administrateur du site pour adultes qui fait actuellement les choux gras dans la presse sénégalaise. Awangay l'a fait savoir lors d'un atelier de partage avec des avocats. Je propose de l'écouter. Elle est au micro de Chartiyan Dion. Que j'avais saisi le Premier ministre et je voudrais le remercier ici de sa prompte réaction. Il m'a écrit pour me dire qu'effectivement, tout le monde s'émeut de ce qui se passe par rapport au cas de Sénéporno. Et que donc, il me demande d'aller voir directement la RTP pour lui demander justement de saisir les opérateurs de téléphonie pour savoir qui se cache derrière l'adresse IP et qui lui donne donc cet accès à Internet. Ça va nous permettre de savoir qui est derrière ce coach Barma, comme il se fait appeler. À ce moment-là, lorsqu'on connaîtra l'identité de la personne, nous, CDP, nous interviendrons pour parler avec lui et lui demander de se conformer avec la loi. S'il ne le faisait pas, à ce moment-là, nous pourrions saisir les cours et tribunaux pour que justice soit rendue. Nous parlons sculpture à présent avec des artistes qui travaillent le fer qu'ils ont récupéré dans la nature et les résultats sont plutôt encourageants à travers leur création.
Il compte développer le secteur au Sénégal avant de penser à l'exportation. Un dossier signé Aïssatou Paye et Mardien. Bienvenue dans l'univers des sculpteurs, un espace artistique où des âmes sensibles se croisent pour créer un monde où l'art, la créativité et le beau se conjuguent. Moussa, sculpteur, nous invite à sa table. Vous savez, pour créer de telles œuvres, je cogite beaucoup, je me documente et à travers mes sensations, ce que je perçois, je crée, j'invente ces belles choses. Comme ce coq que vous voyez là, j'ai utilisé des cuillères, des fourchettes pour vous offrir cette belle création. Un peu plus loin, Abbas et ses employés s'activent. Chez eux, la récupération du fer occupe une grande place. Nous aussi, nous créons à travers certaines inspirations, à travers les belles choses que nous observons, des tables que vous apercevez ici aussi sont nées de notre imaginaire. Tout ce que nous faisons est réfléchi et voilà ce que nous vous proposons. Saliou Cham, quant à lui, travaille le fer forgé. En pleine rénovation, il compte, bien sûr, ouvrir un atelier de peinture. Regardez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'essaie de me professionnaliser, d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Je m'investis beaucoup et je compte même agrandir cet espace avec un atelier de peinture, même si les moyens font défaut. Chacun de ces sculpteurs a su s'imposer dans son travail à force de persévérance. Un projet où tout le monde a mis la main à la pâte. C'est un dépôt d'ordures. C'était un dépôt d'ordures. Il y avait toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises à voir. Depuis 2001, nous nous sommes battus pour assainir cet espace. Maintenant, c'est un lieu d'attraction touristique. Nous avons formé ici beaucoup de jeunes. Certains ont voyagé pour montrer leur savoir-faire. Si certains jeunes formés dans le centre ont su exporter leur savoir-faire, Abdoulaziz, lui, fait des allers-retours pour vendre la destination Sénégal. Moi, j'arrive, je dessine, je conçois. Abbas réalise des protos que l'on présente après sur les marchés internationaux. Et ensuite, on revient avec un carnet de commandes rempli, ou pas. Voilà. Mais on l'espère rempli. Et puis voilà, après Abbas prend le relais, produit, on remet tout ça en conteneur, on exporte et on redistribue. Le projet leur tient à cœur et une aide de la part des autorités est bien sûr la bienvenue. Nous reparlons politique dans ce journal. Le geste de Macky Sall est noble et qu'il sache que je lui revaudrai cela. Ce sont les propos de Bamba Fall. Le maire de la Médina recevait le Premier ministre cet après-midi, venu lui présenter les condoléances du chef de l'État suite au décès de son oncle. Il a estimé que la patrie est au-dessus des contingences politiques. Dissa Prera, Modou Diop y était pour nous. Les collectivités locales sont des démembrements de l'État et les maires des agents de ce même État. Des propos de Bamba Fall face à Mohamed Boun Abdallah Dionne, le maire de la Médina, répondant au discours de condoléances du Premier ministre, a magnifié le geste du chef de l'État et estime que si ce dernier a besoin de lui, Bamba Fall, est prêt à répondre à l'appel. Kon président comme soxla ci ñu dang koy wuy ji. De quelque bord qu'on se situe, si le président ou l'administration a besoin de vous, vous avez l'obligation de répondre. Je suis socialiste, ils sont de l'APR, mais nous vivons dans un même pays. Ne vous en doutez pas, si le pays a besoin de moi, je répondrai. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Tout le monde sait que je suis avec Khalifa Sall et je ne m'en cache pas. Mais c'est le pays avant tout. Tout en réaffirmant son ancrage socialiste, le maire de la Médina s'est dit un électron libre dans la politique. Bamba Fall n'a pas manqué d'apostropher certains de ses camarades qui ont brillé par leur absence lors du décès de son oncle.
Le geste du président Macky Sall est noble et me va droit au cœur, car il y a des gens avec qui je suis dans le même parti ou dans la même coalition qui ne sont même pas venus me voir. Mais que le président sache que je le lui revaudrai. Le maire de la Médina recevait le Premier ministre venu lui présenter les condoléances du chef de l'État suite au décès de son oncle. Bamba Fall n'a pas aussi manqué de rappeler son compagnonnage avec Khalifa Sall, qu'il a d'ailleurs confié à Macky Sall. Moi, le président, ñun njabootu Khalifa Sall yépp nak kontaan nañu ci ñëw tayam bi. Maa ngi koy dénk Khalifa Sall nak. Président Khalifa Sall. Justement, nous parlons du procès Khalifa Sall, leur étau, plaidoirie. L'État réclame 7 milliards pour préjudice matériel et moral. Pour l'agent judiciaire de l'État, la ville de Dakar n'a pas de dénier. Tout appartient à l'État. Les détails avec Fatou Bintou Conté. Ce jeudi, dans le cadre des plaidoiries, c'est l'agent judiciaire de l'État qui a ouvert le bal. C'est le premier à se présenter à la barre. Antoine Félix Diome a tenté de démontrer que la ville de Dakar est un démembrement de l'État. Pour ce faire, il a accepté les fonds de dotation et les ristournes à titre de subvention de l'État du Sénégal destinés à la mairie. Une manière pour l'agent judiciaire de prouver que sa constitution dans cette affaire n'est pas faite par infraction. Une logique qui a été de dire que ces fonds appartiennent à la ville de Dakar, en quoi Antoine Félix Diome. Mais suivant le argument, Antoine Félix Diome estime que le maire de Dakar et ses co-prévenus vont bientôt tomber. Il a été démontré aussi que les décaissements ont été faits sur la base de fausses pièces, même si la ville est autonome. Mais elle n'est pas une entité juridique, son autonomie est encadrée. C'est pour cela que l'État paie son éclairage public et pour les bâtiments administratifs. Pour l'agent judiciaire de l'État, au nom de l'unicité de la caisse, la ville de Dakar n'a pas de déni. Tout appartient à l'État. C'est un démembrement de l'État et n'est pas indépendante. C'est dans ce cadre que l'agent judiciaire de l'État a réclamé 1,830 milliard de francs CFA pour préjudice matériel et 5 milliards pour préjudice moral, soit 6,830 millions de francs CFA, une somme que l'État réclame pour avoir été abusé par le maire et ses co-prévenus. Aujourd'hui, il a été question de plaidoirie des avocats de l'État qui expliquent que l'escroquerie est manifeste dans cette affaire, avec l'utilisation de fausses pièces. Ce qui amène à dire même que nous sommes dans une situation de détournement et d'escroquerie, estime Maître Baboucar Sissé, avec une altération de la vérité. Ce qui fait aussi dire à Maître Moussa Félix Sow que les faits sont limpides, même si l'on cherche à se victimiser. Ça, c'est autre chose. Il estime que dès qu'on veut faire entrer la politique, on croit à une victimisation, alors qu'ici, on parle de deniers publics. C'est dans ce cadre même qu'il réclame le reversement de toute la somme due, sinon il exige une confiscation de l'ensemble des biens appartenant à Khalifa et à ses co-prévenus. Fatou Bintou Conté, le Haut Conseil des collectivités territoriales tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2017. Le rapport de 200 pages du HCCT sera remis au chef de l'État. Le financement de la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation était également au menu. Aliou Sow, porte-parole du jour, que je vous propose d'écouter au micro d'Abib Faye et Youssou Baro. dañ ko jagle loolu lépp loo xam ne ni xalaat la ak jaar-jaar yoo xam ne mun naa ñoŋal luy xëcc yokk koom-koom gën a jëmale kanam ñoŋal aussi koom-koomu gox-goxaanu Sénégal yi ba mën koo méngaleeg luy jur. Cette session dans la dynamique de réfléchir et de faire des propositions relatives au thème suivant: attractivité du territoire et promotion de l'emploi. Ce fut une session thématique. Et à l'issue de cette session, il est évident que nous avons aujourd'hui terminé un rapport de session de plus de 200 pages qui va être soumis à l'approbation de l'Assemblée plénière. Nous en sommes arrivés à élaborer une contribution du Haut Conseil sur l'attractivité du territoire et la promotion de l'emploi. Laquelle contribution compte une centaine de pages et est assortie d'une dizaine de blocs de propositions déclinées en 102 recommandations. L'acte 3 de la décentralisation doit connaître une deuxième phase qui principalement va porter sur le financement de la décentralisation, mais également sur la promotion des pôles territoires. Le Haut Conseil s'est penché sur la question. Aliou Sow avec le Haut Conseil des collectivités
territoriale qui tenait sa deuxième session ordinaire de l'année 2017. Nous parlons politique toujours avec les membres de la LD Debout qui se réclament toujours de la Ligue démocratique. Ils tiendront au congrès ce 17 février pour choisir leur secrétaire général. Le CICES qui a refusé d'abriter leur manifestation est instrumentalisé par des responsables politiques de leur avis. Fatima Taba et Younous Youssoubaro. Younous Diata plutôt pour plus de détails. Suspendus par la Ligue démocratique, les membres de la LD Debout déterminés à poursuivre leur combat. Ils tiendront leur congrès ce 17 février. Pour nous, il n'y a pas de suspension. Mais, elle n'a pas d'effet. La première village, on va organiser le congrès. Il ne faut pas nous empêcher d'organiser le congrès, d'élire un nouveau secrétaire général, d'élire un nouveau bureau politique, d'élire une nouvelle direction pour le parti. Et dès le lendemain, nous mettre dans le pays profond pour travailler à redresser, à reconstruire une Ligue démocratique progressiste. Mais nous sommes la Ligue démocratique. Pour Pape Sarr et compagnie, des gens tapis dans l'ombre veulent saboter leur événement. D'où le refus du CICES d'abriter la manifestation. Ce présidium a fait son travail avec tous les militants à Dakar et à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour tenir le congrès. Le CICES nous a adressé une première lettre pour nous dire que pour des raisons techniques, votre congrès ne pourra pas se tenir au CICES. Nous savons que ce n'est pas pour des problèmes techniques. Aujourd'hui encore, le CICES nous a envoyé un deuxième courrier pour nous dire qu'ils ont reçu une lettre qui leur dit que alors maintenant c'est pour des raisons politiques. Ils avouent quoi? Ils ont avoué que c'est pour des raisons politiques. C'est que c'est une autorité ministérielle, de rang ministériel, qui est intervenue pour que la première lettre nous soit envoyée. Et ça, c'est la section APR même de chez nous qui distille ces informations-là. Des membres fondateurs, cadres et militants engagés de la LD suspendus par le bureau politique, bureau que ne reconnaît pas ses responsables. C'est moi qui convoque les réunions du bureau politique. Donc quand le bureau politique se réunit, c'est d'abord au secrétariat permanent qu'on se réunit. On fixe la date, on fixe l'ordre du jour, on calcule le budget, le trésorier le sort. Et moi, je lance les convocations. Cette fois-ci, c'est un groupe de la section APR. Ils sont maintenant de l'APR. 4 personnes qui se sont réunies et qui ont convoqué une réunion à laquelle on a aperçu des gens qui ne sont pas du parti. Le lieu de leur congrès, toujours méconnu, il se tiendra tout de même, précisent ces militants, Pape Sarr et compagnie, d'ajouter qu'il ne se posera pas un problème de sigle. Du football à présent avec les Lions du Sénégal qui connaissent déjà leurs adversaires pour la préparation au mondial en Russie. Certains observateurs soutiennent que le Sénégal aurait pu mieux trouver comme sparring partners. Un sujet signé Chertidiane John et Pape Sangone Mbaye. En route pour la Coupe du Monde en Russie 2018, l'équipe nationale du Sénégal a choisi ses sparring partners pour la préparation de la compétition. Des adversaires diversement appréciés par nos observateurs. À l'impossible, comme on dit, mais il fallait peut-être choisir des adversaires, en tout cas, qui ont une certaine notoriété, qui pourraient permettre en tout cas de juger la véritable valeur de l'équipe du Sénégal. Maintenant, on se contente de ce que l'on a. C'est vrai, l'Ouzbékistan en tant que tel, qu'est-ce que ce pays pèse sur l'échiquier footballistique? Je ne saurais le dire. Il y a aussi le Luxembourg, c'est vrai, qui de manière, disons, assez épisodique, fait quand même des choses, mais qui ne compte pas totalement, en tout cas sur l'échiquier du football. Il y a que la Croatie, que l'on connaît avec ses joueurs, tels que Rakitic, entre autres. Aussi, il y a Modric, entre autres, donc ils sont là. Et de jouer contre des équipes qui ont une certaine similarité avec le jeu de la Pologne, du Japon, et de la Colombie. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. La situation telle qu'elle est décrite aujourd'hui démontre qu'effectivement le Sénégal n'a pas les moyens de ses ambitions. En revanche, rien ne dit clairement qu'il faut obligatoirement jouer contre des équipes qui ont les mêmes profils pour pouvoir faire une percée. Je donne l'exemple de 2002. Je rappelle encore une fois, en 2002, le dernier match qui nous a permis de battre la France, c'est l'Afrique du Sud.
c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Arabie Saoudite. Les dirigeants ont décidé de multiplier les sorties des Lions. D'ailleurs, un match amical est prévu au Maroc et non au Sénégal. Une option qui suscite beaucoup de commentaires. À ce niveau, cette année-ci, donc, le public est sevré et même dans de telles circonstances, de jouer chez soi, d'être au contact du public, d'avoir cette chaleur humaine qui pourrait probablement impacter en tout cas sur les performances de l'équipe. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. On va au Maroc. À la veille du mondial où le public sénégalais aura besoin de pousser les Lions, comme on l'avait fait en 2002 face à la Bolivie. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Sénégal ne peut accueillir aucune compétition senior d'équipe. On ne peut organiser ni la CAN de basketball, ni la CAN de handball, ni la CAN de volleyball. Rien qui concerne équipe senior, le Sénégal ne peut l'abriter. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, je pense. Le dernier stade du Sénégal date de 1985. Football, toujours Misraël Makassa. Génération Foot, match comptant pour la manche retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Du côté des académiciens, l'on craint en arbitrage maison, mais le plus important, c'est surtout d'avoir une conduite irréprochable pour les poulains de Olivier Perrin, sujet signé Habib Faye et Modou Diop. L'arbitrage maison, un phénomène qui freine le développement du football africain, avoue le chargé de communication de Génération Foot. La formation doit se rendre au Caire pour affronter Misraël Makassa ce 21 février. Mais l'équipe championne du Sénégal s'inquiète déjà de l'arbitrage. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on a quelques inquiétudes par rapport à l'arbitrage, parce que ça commence à devenir un frein au développement du football africain. Parce que si on se réfère dans le temps, aujourd'hui, tous les clubs, partout à travers le monde, voyagent tranquillement. Et il n'y a qu'en Afrique aujourd'hui où on a ce souci d'arbitrage maison. Pour le journaliste sportif, un match se gagne sur le terrain et Génération Foot a les atouts de franchir ce cap. Je pense que c'est la plus mauvaise manière d'aborder la rencontre. Si on met déjà dans la tête des joueurs que il y aura un arbitrage maison, déjà on les empêche d'être libérés dans leur tête, on les empêche d'être agressifs. Or, le football moderne, ça se gagne sur l'agressivité. Il est clair que un arbitre qui veut entacher un match, on n'y peut rien. Mais d'abord, que les gosses se disent que l'arbitrage qui a été fait à la gare, l'arbitre n'était pas en faveur de Génération Foot. Les Égyptiens sont des as pour décourager leurs adversaires à domicile. Mais nos interlocuteurs restent optimistes pour la victoire de Génération Foot. J'ai même peur que le premier jour où ils vont arriver, les Égyptiens vont essayer de les perturber en organisant des cérémonies familiales dans leur hôtel ou bien en coupant le sauvage. Ils vont essayer, ils vont tout essayer. Ça, ils sont coutumiers des faits. Je pense que si les garçons arrivent à répéter les fondamentaux du foot, je pense quand même qu'on devrait pouvoir passer. On reste humble, un match ne se joue pas d'avance, un match n'est jamais gagné d'avance non plus. Après une aventure africaine ratée en 2016, les footballeurs de Madi Touré comptent franchir ce cap après leur succès à Dakar. Match retour donc prévu mercredi prochain au Caire. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en image. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Eladia Sangay dans son émission Liti Pentimi. Il sera question de cette Punirudo avec comme invité Charles Fall, DG Sones, Momodou Bal, DG SDE, Lassana Saho, DG de l'ONAS et puis Momar Dao de l'Ascosen. À ne pas manquer avec Eladia Sangay, c'est tout à l'heure.